Bien, mesdames, messieurs, selon la formule habituelle, bienvenue. On est content que vous soyez là en présentiel, ou pour reprendre maintenant la formule aussi traditionnelle, en visio. On vous accueille avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de la question du Moyen-Orient qui traverse l'histoire du Moyen-Orient depuis des décennies, qui est au fond la question de la place des Kurdes, le destin des Kurdes, ça pourrait se tenter de dire, avec probablement une des personnes, pour ne pas dire la personne, qui connaît le mieux cette question. C'est un grand spécialiste du Moyen-Orient, c'est un grand spécialiste de la Turquie, tu as écrit plusieurs livres sur la Turquie, grand spécialiste de la question kurde, enfin bref, tu es directeur d'études à l'EHESS, et tu parcours ce terrain depuis quelques temps, quelques mois déjà, on va dire, pour ne pas trop... voilà. Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment, des choses dramatiques toujours, évidemment, sur ce sujet, mais... j'en ai parlé d'abord avec Amit, mais je pense que c'est intéressant de prendre du recul. L'actualité, trop souvent, on a le nez dessus et on n'a pas ce recul nécessaire qui permet de mieux l'appréhender. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand on parle de la question kurde, il faudrait revenir exactement il y a un siècle. La République kémaliste, elle est créée en 1923. Et le sort des Kurdes est dessiné et décidé dans les années 20 avec le traité de Sèvres, le traité de Lausanne. Enfin, il y a un siècle que le destin tragique des Kurdes, et je les compare souvent, ce destin tragique, aux Palestiniens. Ce sont les deux peuples qui n'ont pas eu d'État, finalement, ni les Palestiniens, ni les Kurdes. Donc, l'idée, c'est de faire en 3 temps. Premier temps, je poserai un certain nombre de questions à Amit tout à l'heure sur l'histoire, revenir un peu à l'histoire, de revenir à ces années 20 qui sont tout de même fondatrices. Ensuite, un deuxième temps où on parlera des fondamentaux, mais des fondamentaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire où en sont les rapports de force. Il y a eu des élections importantes en 2018, il y a eu un parti qui est un parti de gauche, mais qui est enraciné auprès des Kurdes, dont on pensait qu'il allait avoir un avenir, et finalement, ses principaux représentants sont en prison. Donc ça serait un deuxième temps pour revenir un peu en arrière. Et puis ensuite, troisième temps, on comprendra d'autant mieux ce qui se passe aujourd'hui avec la menace d'une opération terrestre, sachant qu'il y a eu déjà une intervention militaire. Et ça me permet d'enchaîner aussi avec une de tes idées importantes. C'était, au fond, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Turquie notamment, il y a ce rapport à la guerre. Et donc, je crois que tu veux dire d'abord quelques mots sur ce que tu appelles des antidémocratie, je ne sais plus le terme que tu utilises. Les antidémocraties, donc de ces pays qui sont en apparence démocrates. En tout cas, pour ce qui est de la Turquie, il y a des élections, mais en même temps, elles sont ancrées dans une, j'allais presque dire, une culture de guerre, quoi, une nécessité de guerre. Amit, donc ma première question, mais je sais que tu n'allais pas y répondre tout de suite, c'est tu peux nous rappeler un peu les fondamentaux de ces années 20, le traité de Sèvres qui promettait quand même quelque chose aux Kurdes. Et c'est une autre question que tu connais très très bien, tu as fait des livres tout à fait passionnants, la question arménienne, car les délégations kurdes et les délégations arméniennes revendiquaient en partie le même territoire qui se trouve autour du lac de Van, pour faire très précis, on n'a pas de carte, c'est dommage, et donc revenir à ça, et puis le traité de Lausanne qui a balayé tout ça, sauf que dans le traité de Lausanne, il y avait des dispositions très précises qui devaient faire en sorte que le pouvoir central turc respecte les droits des minorités. Et on pensait évidemment aux Kurdes. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc le destin, il se noue, à mon avis, dans les années 20. Et c'est ça qui serait intéressant que tu reviennes là-dessus quelques minutes pour nous donner une perspective historique. Voilà, je me tais et je te laisse la parole. J'en parlerai tout à l'heure. C'est toujours vraiment un immense plaisir d'être de retour ici. C'est une très très belle institution qu'on aime tous. Et donc merci de cette invitation. Alors peut-être malgré tout, effectivement, je commencerai par dire 2 ou 3 mots sur ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, sachant que le Moyen-Orient n'est pas coupé de la Russie. La Russie est absolument présente dans la région. Et on voit que dans les années 2010 émergent de nouveaux types de pouvoirs qu'on ne peut plus définir comme autoritaires au sens strict du terme, qui ne sont pas pour autant totalitaires comme dans les années 20 et 30 non plus. Le poutinisme en Russie, l'erdoganisme en Turquie et la nouvelle interprétation, la nouvelle version de khomeïnisme ou de la doctrine de la vilayet-e faqih, du gouvernement de l'Égypte en Iran.
qu'est-ce qui particularise ces nouveaux régimes-là? Je pense que ce qui les particularise, c'est qu'en premier lieu, dans les trois cas, on a cette idée que la nation, qu'elle soit turque, russe ou iranienne, persan plus qu'iranienne, a une mission historique à accomplir, que cette mission historique, c'est la domination. La mission a été accordée par l'histoire, mais elle a été aussi confirmée par la nature et par le Créateur. Donc, triple certification en quelque sorte. Et dans la continuité, on assume que les trois nations ont une civilisation chacune, que cette civilisation est irréductible à toute autre civilisation, que cette civilisation est déterminée par une ontologie pure, et que cette ontologie est en même temps constamment menacée par l'ontologie, pas par une autre civilisation qui est la civilisation occidentale. Et donc la guerre est inévitable entre ces deux civilisations. La perspective de l'universel n'existe pas. En troisième lieu, le statut de la guerre. La guerre est appréhendée comme ce qui font la nation, ce qui font l'histoire et ce qui est présenté, ce qui est voulu explicitement par le Créateur. Et en quatrième lieu, que la nation est incarnée, que le chef incarne la nation, ne représente pas la nation comme un chef démocratiquement élu représenterait la nation pour 4 ans ou 5 ans, comme c'est le cas en France ou en Angleterre, mais que le chef incarnerait la nation dans son passé et dans son avenir. Donc, on est en face de ce type de régime. Sans analyser ces régimes-là, sans doute on ne comprendra pas ce qui se passe en Turquie, mais on y reviendra. Ce qui se passe en Iran, est inséparable de ce qui se passe aujourd'hui avec les contestations en Irak et au Liban, notamment de la communauté chiite, et bien sûr l'Ukraine, vous le suivez. Donc pour revenir effectivement aux fondamentaux des années 1920, comment la question kurde a émergé. Je crois que pour comprendre l'émergence de cette question kurde, sans doute il faudrait remonter à un temps assez ancien. Je le ferai très très brièvement. Quand vous regardez l'époque romaine et persane, vous avez une zone intermédiaire qui s'appelle l'Arménie. Donc deux empires de l'Est et de l'Ouest qui sont séparés. Et cette logique n'a pas disparu par la suite, que ce soit sous les Mamelouks et sous les Mongols, mais surtout sous les Ottomans et sous l'Empire persan. La première division de Kurdistan date de 1514, donc deux formations, deux empires qui se contiennent en quelque sorte par une guerre et qui se dotent d'une zone tampon. Dans cette zone tampon, on reconnaît l'existence d'une communauté qui est la communauté kurde. Cette communauté n'est pas organisée sous forme d'État. Cette communauté est acceptée, légitimée sous forme de principauté. Il y a par exemple 16 principautés au Kurdistan ottoman, il y a plusieurs principautés au Kurdistan persan qui sont effectivement des interlocuteurs en quelque sorte de la communauté dans sa totalité auprès de l'Empire, parce que l'Empire ne se base pas sur un principe de nationalité ni de citoyenneté. Et donc cette situation de division va marquer déjà le paramètre de la question kurde qui sera déterminant aujourd'hui, sur lequel on reviendra. Alors cette division est assez grave dans ses conséquences, mais à long terme, parce que la division interimpériale n'empêche pas la continuité de la communauté. La frontière n'est pas militarisée. Rares sont les cas où les empires ont besoin nécessairement de militariser leurs frontières. Rares sont les cas où les empires exigent une allégeance exclusive aux populations qui leur sont soumises. Et les Kurdes se trouvent dans cette situation-là, parfois une double allégeance qui est reconnue et la frontière qui est assez fluide. On arrive à 19e siècle, ces structures sont entièrement détruites et avec beaucoup de violence. On arrive à la deuxième division du Kurdistan, qui est cette fois-ci 1918-1919, qui deviendra totalement irréversible à partir de 1920. Alors, pourquoi cette division? Je crois que pour comprendre cette division, il faudrait revenir à la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et je crois qu'effectivement, énormément de choses qui se passent aujourd'hui dans ces espaces impériaux sont directement
liées aux conséquences de cette Première Guerre mondiale. Et à ce titre-là, je vous recommanderais de lire le livre de Gerhardt sur le Proche-Orient, la formation du Proche-Orient, ou le magnifique livre de Robert Lowe sur Kate Lowe sur l'Europe barbare, sur l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, le livre de Timothy Snyder, Les terres de sang. Donc la Première Guerre mondiale a été une guerre effectivement absolument dévastatrice, et la Première Guerre mondiale a continué jusqu'à 1922-1923 et pas du tout jusqu'à 1918 ailleurs. Bien sûr. La Première Guerre mondiale, avant l'entrée de la Turquie, de l'Empire ottoman, sans provocation aucune dans la Première Guerre mondiale, les grandes puissances européennes, les alliés, les trois alliés, la Russie, la France et l'Angleterre, avaient promis à l'Empire ottoman de la neutralité, de son intégrité territoriale en contrepartie de sa neutralité. Cette neutralité n'a pas eu lieu. Par la suite, il y a eu le génocide des Arméniens, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et à un moment donné, alors que la division de l'Empire ottoman n'était absolument pas l'objectif initial ni secondaire de la guerre, les territoires arabes, ce qu'on considérait comme les provinces arabes au sud de l'Empire ottoman, ont été considérés comme le seul butin possible de la guerre. Il fallait que la France et l'Angleterre aient en quelque sorte un butin. Et ce butin, c'était quoi? C'était les provinces arabes. Lesquelles provinces arabes comprenaient également de fait des territoires kurdes, le Rojava aujourd'hui, au Kurdistan syrien, et le Kurdistan irakien. Donc une sorte de glaciation des frontières. En 1920, il y a effectivement un traité de partage de ce qui reste de l'Empire ottoman. Dans ce cadre-là, on prévoit la création d'une Arménie. C'est une promesse qui avait été faite dès le début du génocide, mais aussi la création d'un Kurdistan autonome ou indépendant. Cela ne se fait pas. Pourquoi cela ne se fait pas? Parce que, en premier lieu, il y a une contestation kurde en Turquie même. Cette contestation ne veut pas briser la fraternité religieuse entre la Turquie, les Turcs et les Kurdes. Il y a une sorte de repli sur le califat qui existe encore. La guerre est appréhendée comme un djihad, la résistance est appréhendée comme un djihad, et donc du coup, il y a ce refus d'accepter la formule d'une constitution du Kurdistan, qui n'est pas un refus total, mais qui est un refus tout à fait partagé parmi les religieux et les chefs de tribu. En deuxième lieu, il y a la peur du partage du Kurdistan entre le Kurdistan et l'Arménie. Les deux territoires se juxtaposent. Beaucoup d'acteurs kurdes, pas tous, ont participé au génocide. Et il y a la peur d'un retour des Arméniens et la reprise en quelque sorte à la fois des territoires, des terres qui ont été conquises par les Kurdes, les richesses qui ont été conquises, mais aussi la féminité arménienne, parce qu'il y a eu une confiscation de la féminité arménienne pendant le génocide. La féminité arménienne a été considérée comme un ingrédient, voilà, un matériau premier pour produire démographiquement l'islam et la turcité. Et donc, effectivement, toutes ces filles et femmes qui avaient été obligées de se convertir à l'islam, voire se marier, donc effectivement, il y avait cette peur de perdre cette couche. En troisième lieu, il y a eu la résistance de Mustafa Kemal, qui sera connue par la suite sous le nom de Atatürk. Qu'est-ce qu'Atatürk promettait? Atatürk promettait trois choses. D'une, le respect de la religion. De deux, l'unification du Kurdistan ottoman. Ça veut dire la reconquête des territoires kurdes qui se trouvent aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et cette idée de refus du partage du Kurdistan et la réintégration du Kurdistan dans sa totalité dans les territoires ottomans était quelque chose qui attirait les Kurdes. Et puis, en troisième lieu, on dispose des lettres de Mustafa Kemal envoyées aux dignitaires kurdes, l'égalité entre les Kurdes et les Turcs. Égalité citoyenne. Donc tout ceci explique pourquoi, à ce moment-là, effectivement, la mouvance, les dignitaires kurdes ont refusé
de l'option d'un État ottoman, un État kurde. Mais à cela, il faudra ajouter encore d'autres facteurs. Excuse-moi, mais pourtant, il y a une délégation kurde voilà, il y a une délégation à la conférence de la paix de 1919. Il y a ce général, général Sherif Pacha, qui dépose un mémorandum accompagné d'une carte qui va de Yarkabir jusqu'à Souleymaniye. Voilà. Donc il y a quand même... Alors au fond, quelle est son importance par rapport aux autres? Parce que là, c'est carrément un discours nationaliste qu'il développe. Et après, il disparaît de la circulation, le général Pacha. Il disparaît, il revient. Alors, qui était le général Sherif Pacha? Donc un diplomate ottoman, c'est ça qui est assez dandy. Ouais. L'un des deux grands théoriciens du libéralisme ottoman. Et qui, effectivement, qui était l'un des tout premiers à saisir, dès 1912, 13, 14, la nécessité d'une entente entre les Arméniens et les Kurdes. Et après la guerre, la Grande Guerre, effectivement, il estime que la reconstitution de l'Empire ottoman n'est plus possible, et donc que les Kurdes doivent négocier avec les Arméniens pour avoir effectivement créé deux entités, un Kurdistan et une Arménie indépendante. Mais il n'est pas suivi sur le terrain. Oui, il représente qui finalement? Il représente une intelligentsia kurde. Une intelligentsia. Oui, une intelligentsia. Voilà. Une couche intellectuelle kurde qui est occidentalisée, nationaliste, qui a acquis au nationalisme kurde, en tout cas à l'idée de l'indépendance de Kurdistan, etc. Donc je disais qu'il y avait aussi un autre facteur, c'est que l'Angleterre et la France, la Grande-Bretagne et la France, deux puissances vainqueurs de la Première Guerre mondiale, sont des puissances fatiguées. Je crois que cet effet de fatigue explique énormément de choses. À un moment donné, il y a ce retrait de l'espace russe et de l'espace ottoman. Et Tamim Terminassian l'a vu à propos, par exemple, de Caucase. Les Anglais ne peuvent plus de souffrir, de payer le prix d'une aventure militaire. Et il en va de même de la France, d'autant plus que dans les territoires arabes conquis, il y a une contestation qui ne fait que s'amplifier. Et donc, du coup, il y a ce retrait des deux grandes démocraties d'une partie du Moyen-Orient au profit d'une politique néocoloniale, mandataire, plus ou moins impérialiste. Et en même temps, l'un de nos collègues, Hans-Lukas Kieser, travaillait un peu sur ça. Il y a la légitimation de nouvelles formes de pouvoir antidémocratique. Mussolini, la marche sur Rome de Mussolini passe absolument sans laisser de traces, voire la Grande-Bretagne le soutient. Et le kémalisme et le fascisme en Italie émergent en même temps comme des régimes plus ou moins de partis uniques, plus ou moins d'hommes uniques, comme des régimes qui se veulent absolument illibéraux ou antilibéraux déjà. Les deux se considèrent comme les piliers d'un monde à venir, et on a l'impression qu'à partir de 1921-22, c'est la thèse de Hans-Lukas Kieser, donc notre collègue, la perception que l'Europe a de la démocratie, mais aussi de la Première Guerre mondiale change. On peut tout à fait accepter des régimes non démocratiques à condition qu'on clôt cette page de la guerre. Et je crois qu'effectivement, cela explique pourquoi le Kurdistan, alors qu'il avait effectivement cette possibilité, cette fenêtre d'ouverture, d'opportunité de créer un État kurde, s'est trouvé partagé non pas entre deux États, comme par le passé, l'Empire persan et l'Empire ottoman, mais entre quatre, l'Iran, qui va devenir, la Perse qui va devenir l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et on pourrait ajouter aussi le fait que le nord de l'actuel Irak, le vilayet de Mossoul, a été revendiqué par la Turquie. Oui. Et donc, c'est là où il y avait tout de même d'importantes populations kurdes aussi, pas seulement, bien sûr. Et finalement, c'est la SDN qui va trancher. Donc, on est encore dans une revendication turque jusqu'en 1925. Voire jusqu'à aujourd'hui. Oui, enfin, là, après l'arbitrage et le traité de paix... il en va de même, par exemple, de territoire kurde de Syrie, que la Turquie revendiquait. La Turquie revendiquait Alep, etc. Mais disons qu'en 1920, on savait désormais que c'était devenu irréversible. Alors, ce qui fait, c'est qu'il change en quelque sorte la nature de cette nouvelle division du Kurdistan. C'est que, rappelez-vous, je vous disais que les frontières entre l'Empire ottoman et la Perse, hors contexte de guerre, n'étaient pas militarisées.
les nouvelles frontières vont être des frontières ultra militarisées. Et cela va empêcher en quelque sorte tout passage, parce que traverser la frontière est désormais considéré comme un crime de lèse-majesté, un crime contre la nation, contre l'économie nationale. Apporter un demi-kilo de thé à son cousin de l'autre côté de la frontière ou à sa sœur sera désormais considéré assimilé à la contrebande, qui sera effectivement criminalisée. Donc, du coup, ce partage du Kurdistan va avoir des effets à long terme extrêmement dramatiques. Et ce n'est pas uniquement la fragmentation réelle de frontières, c'est que les Kurdes seront obligés d'aller à l'école turque, à l'école syrienne, à l'école iranienne, à l'école irakienne. À un moment donné, un Kurde parle l'arabe en Irak et en Syrie, le turc en Turquie, le persan en Iran. Le kurde s'écrivait il y a 40 ans en 3 alphabets. L'arabe, le latin et le cyrillique. Parce qu'il y a eu effectivement, mais je n'entrerai pas dans les détails, une communauté kurde aussi en Syrie, en ex-Union soviétique. Donc, cette militarisation, si vous êtes en Turquie, vous avez un père qui s'appelle Atatürk. Et bien, si vous êtes en Irak, votre père s'appelle Khomeini. Et si vous êtes en Irak, votre père s'appelle Saddam Hussein, ou Hafez al-Assad, ou Bachar al-Assad. Vous voyez combien l'effet de division a été efficace. Et puis, en deuxième lieu, le nationalisme d'État. Voilà. L'Empire ottoman était déjà tout à fait nationaliste au cours de sa dernière décennie. En Perse, on avait effectivement un nationalisme au début du siècle, mais à partir, disons, graduellement 1920, en Turquie, on va avoir un nationalisme extrêmement radical, ultra anti-kurde. Donc l'existence des Kurdes va être niée, ou alors les Kurdes vont être considérés comme une menace pour la nation. En Perse, il n'y aura pas de négation de la kurdicité, mais les Kurdes seront appelés à se mettre au service de l'empire, de la nation persane, arienne, d'autant plus qu'effectivement le kurde et le persan partagent énormément, c'est la même famille. En Irak, à partir de 1932, ce sera le nationalisme arabe qui va devenir extrêmement puissant. Et donc, vous aurez à la fois la frontière et le nationalisme en interne. Et la réponse des Kurdes à cette division va être l'unification du Kurdistan en quelque sorte, symboliquement. Dès les années 20 et 30, le Kurdistan va être unifié. Pas sur le terrain, mais dans l'imaginaire. Il y aura un imaginaire cartographique. Tu as mentionné la carte de Sherif Pacha. Cette carte va constituer la base pour la carte du Kurdistan. Elle a été diffusée assez largement pour qu'on puisse... Voilà. Et pour qu'on puisse récupérer la carte, parce que dans la carte, il y a aussi l'Arménie, dans un deuxième temps, pas dans un premier temps. Dans la première carte, il n'y a pas d'Arménie. Dans la deuxième carte, il y a effectivement... Oui, parce que la première carte, il n'y a rien autour. C'est assez extraordinaire. Voilà. C'est une cartographie presque élecmentaire. Il y a les villes, mais on ne sait pas dans quel contexte c'est. Voilà. Et il n'y a évidemment pas de frontière autour. Non, parce qu'effectivement, c'est le Kurdistan. Oui. Voilà. Et effectivement, on va développer cet imaginaire cartographique. Il y aura une carte unifiée du Kurdistan qui comprendrait les 4 parties du Kurdistan. Il y aura une lecture historique. Donc voilà, effectivement, une lecture historique qui remonte l'existence des Kurdes aux Mèdes, l'Empire des Mèdes, parce qu'effectivement, voilà, l'Irak a le Babylone, la Syrie a la Syrie. C'est un classique dans un discours nationaliste. Donc, effectivement, l'Empire Mède, comme d'où descendraient effectivement les Kurdes, on réinterprétera le 19e siècle, la division du Kurdistan comme une division de la nation kurde, alors qu'initialement, bien entendu, les termes de division n'étaient pas ça. On interprétera les révoltes kurdes du 19e siècle comme des révoltes nationalistes. Donc, il y aura une lecture de l'histoire, une historiographie. En troisième lieu, il y aura un drapeau qui ne changera pas. Voilà, dès les années 20 et 30, le drapeau kurde est là. En quatrième lieu, il y aura un hymne national. Et donc, du coup, plus la répression s'intensifiera sur le terrain, parce qu'en Irak, en Iran et en Turquie, il y a des révoltes incessantes dans les années 20 et 30, plus la division
produira des effets réels, plus l'imaginaire kurde trouvera une unité, et cette unité va être absolument centrale à partir des années 60, 70, 80, parce qu'aujourd'hui encore, effectivement, les thèmes qui sont mobilisés sont des thèmes qui viennent de cette... Une question, l'imaginaire dont tu parles, est-ce qu'il touche une élite, une intelligentsia, ou ça touche vraiment l'ensemble des Kurdes? Inévitablement, d'abord, une élite, d'autant plus qu'effectivement, il y a aussi la constitution d'un panthéon. Et ce panthéon comprend à la fois les grands poètes kurdes, parce qu'il y a eu des poésies classiques kurdes, des grandes autorités religieuses ou politiques kurdes, y compris du XVIe, XVIIe siècle, mais aussi les grands commandants du XIXe, XXe siècle. Donc, ça s'adressera d'abord à une élite effectivement qui, dans les années 50, a perdu la lutte, qui arrive à la fin de son terme générationnel en quelque sorte. Effectivement, le Kurdistan ne s'est pas constitué, qui commence à écrire des mémoires, à transmettre à qui, on ne sait pas. Mais on sait aussi, grâce à certains travaux aujourd'hui, les frontières n'ont pas empêché, par exemple, la production et la diffusion des disques en kurde. On est dans les années 30. Et donc là, on voit que sans doute l'ouverture était vers une catégorie un peu plus large que juste l'élite intellectuelle. Les madrasas, donc ces écoles religieuses qui ont été interdites en Turquie, se sont maintenues au Kurdistan pour se faire souterrain. Et c'est quoi les madrasas? C'est le lieu de la production d'une élite religieuse, mais à partir, si j'ose dire, de la paysannerie. Il y a effectivement des dynasties de dignitaires religieux, mais vous recrutez aussi énormément, vraiment au ras du sol. Donc, graduellement, effectivement, on voit que le discours va sortir de l'élite pour s'élargir très large, voilà, ça s'adressait à une population beaucoup plus large. Et à partir des années 50-60, le mouvement va devenir irrépressible. Pourquoi les années 50-60? Parce que la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, parce qu'il y a la révolution technologique continue. On parle beaucoup de transistors, on parle beaucoup d'Internet aujourd'hui. À l'époque, c'est le transistor. Donc le transistor, c'est quand même un puissant émetteur de messages, de sons, de transmission, voilà. De communication. Vous avez les luttes anticoloniales. Les luttes anticoloniales, ça veut dire quoi? Effectivement, pour un Kurde, c'est très facile de s'associer, de s'assimiler à un Algérien. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Eh bien, nous sommes des Algériens, des Arabes, des Turcs, etc., etc. Donc vous avez effectivement tout ce jeu de juxtaposition qui fait qu'à partir des années 50, fin 50, et surtout dans les années 60, c'est d'abord la jeunesse qui va être acquise à la cause, et après, très largement, des populations urbaines. Et des populations urbaines, d'autant plus que l'urbanisation s'accélère aussi, parce qu'il y a la répression, donc les villages sont détruits, donc il y a un exode rural qui s'accentue, mais il y a aussi tout simplement la crise qu'on connaît un peu partout dans le monde dans les années 60-60, cet exode rural qui suit aussi, qui va de pair avec la croissance de la population. Et donc du coup, voilà, le mouvement va devenir un mouvement de masse, alors qu'initialement, inévitablement, c'était un mouvement de dignitaires. En même temps, il reste chacun enchâssé dans chaque pays, finalement, parce qu'il y a une histoire kurde en Irak, avec l'opération Anfal, par exemple. Enfin, donc, si on en revient à la Turquie, là, c'était le deuxième temps qu'on voulait évoquer, on avait le sentiment, il y a quelques années, que la guerre civile terrible qu'il y a eu en Turquie, avec le PKK, avec la répression terrible qu'ont subi les Kurdes, à un moment donné, on a pensé qu'il y avait des négociations qui s'ouvraient après l'arrestation d'Öcalan. Peut-être ce serait intéressant de revenir un tout petit peu là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est revenu à en fait une répression systématique. On évoquait tout à l'heure le HDP, c'est-à-dire le parti qui est très largement enraciné au Kurdistan, qui a fait des scores importants, et ses leaders ont été depuis emprisonnés. Les maires kurdes de tout l'Est de l'Anatolie ont été aussi emprisonnés. Maintenant, ce sont des gens nommés, je crois, dans la plupart des cas. Donc, on a eu un moment en Turquie l'idée que peut-être qu'il y avait une négociation et que tout ceci a été remis en question. Ce serait intéressant de revenir là-dessus, que tu nous redonnes quelques points de repère. Est-ce que c'était vraiment des négociations qui pouvaient déboucher sur quelque chose et sur quoi? Et puis surtout, on voit bien maintenant la répression tous azimuts. Et il semble depuis quelques temps, depuis quelques semaines, au contraire, les choses se desserrent un peu, peut-être dans la perspective des élections de 2023 où
où l'AKP et Erdogan ont besoin sans doute du vote kurde. Je vais peut-être un peu vite, mais tu vois, d'abord, quelques points de repère quoi, sur la situation des Kurdes en Turquie ces dernières années. Quoi. Oui, non, je pense qu'effectivement la question est très importante et la question peut-être nécessiterait, la réponse nécessiterait voilà, d'une double mise en contexte. Une première mise en contexte, c'est vraiment, voilà, on a écrasé le mouvement kurde en Turquie dans les années 20, 30, il ne reste plus rien et à partir des années 60, la question devient une question centrale. En 1978, il y a une organisation, dans les années 70, il y a des dizaines et des dizaines d'organisations kurdes qui se présentent toutes comme des organisations de gauche. Cette idée que le Kurdistan doit devenir la tête de pont d'une révolution socialiste à l'échelle du Moyen-Orient fait son chemin. Et en 1978, il y a une nouvelle organisation qui se constitue, qui est le PKK, donc le Parti des ouvriers du Kurdistan, qui lance une guérilla en 1984. 30 ans après, dans les années 2010, voilà, la question kurde apparaît comme inévitablement là. Et aucune réforme n'est possible en Turquie, aucune transformation n'est possible sans qu'il y ait une négociation pour trouver une solution politique à cette question. Ça, c'est une première mise en contexte. Il y a une deuxième mise en contexte. Tu l'as rappelé, la révolution syrienne, le monde arabe, à partir de 2011, vous avez énormément de soulèvements, et ces soulèvements qui débouchent sur une guerre civile en Syrie. Et en 2011-2012, Erdogan pensait très sérieusement que le temps était venu, non pas pour reconstituer l'Empire ottoman, mais de créer une sorte de coalition de partis conservateurs à travers le Moyen-Orient, qui aurait pour primus inter pares Erdogan lui-même. Donc la Turquie, en quelque sorte, la surpuissance ou la superpuissance, à la fois politique, militaire, mais aussi morale, de ce monde arabe qui lui avait échappé au XIXe siècle, les colonisations successives et surtout après le partage de l'Empire ottoman. Le résultat n'apparaît pas du tout ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en Libye, les islamistes perdent les élections. En Égypte, il y a un coup d'État extrêmement sanglant contre un président élu qui se prenait effectivement à la fois pour Napoléon et pour un pharaon, qui lui-même ne respectait absolument pas la Constitution. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il est renversé en 2013. Et son renversement est considéré par Erdogan comme un coup porté directement à la Turquie. Et non pas comme une affaire intérieure égyptienne. On sait que l'Amérique n'était pour rien dans ce coup d'État, c'était les Saoudiens et les Émiratis. Pour Erdogan, au contraire, c'est la Maison-Blanche qui a appuyé sur le bouton pour fragiliser Erdogan. En troisième lieu, on sait aussi qu'en Tunisie, il y a un bouleversement majeur et que les islamistes, à partir de 2014, sont obligés d'accepter plus ou moins de quitter le pouvoir. Donc, il ne reste en quelque sorte que la Syrie. Et qu'est-ce qui se passe en Syrie? Et c'est là que je crois une comparaison avec le génocide des Arméniens peut faire sens. On n'est pas du tout dans un contexte génocidaire au Kurdistan. Je ne sais pas du tout ce que je le dis, mais il y a une démarche analogue qui se met en place. En 1914, la Première Guerre mondiale va commencer, on le sait, et le discours de l'élite ottomane à l'époque, élite turque ottomane à l'époque, aux Arméniens est le suivant. Vous existez, vous les Arméniens, nous reconnaissons votre existence, nous reconnaissons vos partis politiques, nous reconnaissons que nous avons été injustes à votre égard dans l'histoire, mais maintenant que cette reconnaissance a lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque. Alors que la perspective arménienne, c'était de refonder l'Empire ottoman sur des bases entièrement nouvelles. En 2014, ce qu'Erdogan dit aux Kurdes, ce n'est pas nécessairement instrumentalisé ou manipulatif, etc. Ce qu'Erdogan dit aux Kurdes, nous vous reconnaissons, vous existez. C'est une nouveauté, parce que la Turquie officielle ne reconnaissait pas
les Kurdes. Nous reconnaissons que nous avons été injustes à votre égard. Nous reconnaissons qu'il y a eu des massacres, des injustices, y compris dans le domaine linguistique. Nous reconnaissons vos partis politiques, mais maintenant que cette reconnaissance a lieu, il faudrait que vous vous mettiez au service de la nation turque et sunnite, aussi bien en interne qu'en externe, notamment en Syrie, qui reste finalement la seule porte d'accès où la Turquie peut faire déplacer les lignes de force. Et les Kurdes syriens refusent. Et je crois qu'à la base de la rupture, il y a ce refus des Kurdes syriens de devenir les mercenaires de Erdogan dans la politique au Moyen-Orient. Donc je pense que cette mise en contexte est extrêmement importante et à partir de là, les choses vont déraper. Effectivement, il va y avoir un processus de négociation, mais ce processus de négociation va s'arrêter tout net à partir de 2015, d'autant plus qu'en 2015, Erdogan a perdu les élections, mais a refusé de reconnaître les résultats, donc on a renouvelé les élections. Il y a eu une période de terreur blanche absolue, des bombes explosant partout, notamment l'État islamique, quelques 800 morts, et dans ce contexte de tension extrême, Erdogan a gagné les élections. Et cette victoire, gagné la deuxième élection législative en quelques mois. Et à partir de ce moment-là, on a vu que Erdogan s'est éloigné radicalement à la fois des Kurdes, mais aussi des intellectuels de gauche. Son discours par rapport à l'Europe a considérablement changé et il s'est rapproché de la droite radicale, ultranationaliste, oui. Voilà, d'un courant eurasiste qui est plus ou moins national-socialiste turc, et donc le repli en quelque sorte sur la turcité. Et parallèlement à cela, ce virage idéologique en quelque sorte, on a observé aussi une paramilitarisation de l'État. Une paramilitarisation de l'État qui s'explique essentiellement par cette alliance avec la droite radicale, parce que c'est la droite radicale qui fournit les forces paramilitaires. Dans la gendarmerie, dans la police, une sorte de mercenariat en Syrie, et donc la nature même du pouvoir a changé, et le discours du pouvoir a changé. Et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'Erdogan en Turquie. Là aussi, la comparaison, il faudrait être très, très prudent. Mais en Allemagne nazie, on parlait à la fois du Führerprinzip. Donc le principe de Führer, ça veut dire la parole de Führer, la volonté de Führer était l'alpha et l'oméga qui ne pouvaient pas être contestés. Mais on parlait aussi de la polycratie, parce que l'Allemagne nazie, effectivement, avait un système qui n'était pas un système d'État. Et d'ailleurs, il y avait une détestation de l'État. C'était une coalition plus ou moins paramilitaire, extrêmement fragmentée. Comme j'ai dit, on n'est pas du tout dans les années 20, 30, 40, donc aucune comparaison de ce point de vue-là. Mais on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, en Turquie, vous avez aussi un phénomène analogue, en Turquie, en Iran, en Russie aussi. D'un côté, vous avez effectivement ce Führer-principe, ça veut dire la parole de guide est la parole ultime, sa volonté est la volonté ultime. Et de l'autre côté, quand vous regardez concrètement comment fonctionne le régime, c'est que vous êtes en face d'une coalition paramilitaire. Il y a quand même une différence avec la Russie ou avec l'Iran, c'est que l'année prochaine, il va y avoir 2 élections importantes, législatives et présidentielles. Alors je ne sais pas comment sont organisées les élections au sens, est-ce qu'elles sont complètement régulières? Elles l'ont été, je crois, en large partie, mais il n'y a pas d'élection en Russie, il n'y a pas d'élection non plus en Iran, je veux dire qu'ils vont toucher le guide. Donc là, on est dans un cadre, et dans quelle mesure, pour basculer un peu sur le troisième temps qui est l'actualité, c'est qu'il y a eu des élections donc en 2018, où l'AKP, en alliance avec les ultranationalistes, ont une large majorité, et où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une scène électorale qui pourrait être mise en question? Parce que tu ne l'as pas évoqué encore, mais la situation économique est quand même extrêmement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire en Turquie. L'inflation, j'ai vu des chiffres faramineux de l'ordre de 83%, mais c'est pas un bon chiffre. Officiel. Ah bon, officiel, c'est le bon en plus. Alors donc si c'est le bon officiel, c'est le faux en réalité. Oui, quoi. pour les économistes, c'est 170%. Voilà, donc il y a une situation économique extrêmement difficile. Donc nous sommes là dans une situation où il y a une partie tout de même de jeu qui implique un jeu politique au sens électoral du terme.
parce que le HDP, où on en est avec le HDP, c'est-à-dire le Parti démocratique des peuples, qui est en partie enraciné des Kurdes, j'ai vu qu'on avait ouvert un peu la relation avec les leaders emprisonnés. Il y a eu quelques ouvertures qui ont été faites. Donc j'ai le sentiment que parmi les paramètres qui vont jouer, et par rapport à ce qui va se passer en Syrie, les dimensions électorales, la question du pouvoir en 2023, donc on va résumer en une phrase, dans quelle mesure est-ce qu'elle est posée vraiment, quoi. Parce que quand tu parles du Führerprinzip, il y a aussi un Führerprinzip qui est quand même lié à des élections. Est-ce qu'il peut les perdre ou pas? Est-ce qu'on doit complètement quitter la scène électorale? Tu vois ce que je veux dire? Où en sommes-nous là, vraiment? Non, il faut absolument... Après la Constitution qui a donné tous les pouvoirs au président. Voilà, non, il faut absolument pas quitter une scène électorale. Hein, je veux dire, quel que soit le contexte. Voilà, voilà. Non, mais il faut investir le contexte électoral. Après, je ne ferai pas de prédiction. Non, je ne te demande pas, mais juste une ou deux, mais le par point, contre, voilà, un ou deux éléments qui interviennent. Un ou deux éléments qui interviennent. On peut revenir éventuellement sur le parallèle avec la Russie et l'Iran, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Mais un ou deux points qui interviennent, qui me paraissent très, très importants, c'est qu'en premier lieu, jusqu'à 2017, effectivement, il n'y a pas eu de fraude. Mais lors du référendum qui a présidentialisé le système, il y a eu des fraudes assez massives. Donc voilà, demain, on sait qu'effectivement, le régime est capable de frauder. C'est un premier élément à prendre en considération. Un deuxième élément à prendre en considération, et c'est là que la logique paramilitaire intervient, c'est que quand vous êtes en face d'une telle fragmentation, avec des acteurs qui officiellement obéissent à Erdogan, mais qui en réalité ont leur propre intérêt, qui sont pour certains tout à fait en complicité avec l'État islamique, d'autres avec les milieux criminels. Et là aussi, on a énormément de témoignages. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer demain. Juste un exemple, l'attentat qui a eu lieu à Istanbul il y a quelques semaines et qui a déclenché, qui était le casus belli officiel, le prétexte officiel. La fille qui a commis cet attentat était mariée à un membre de l'État islamique qui a été tué. Deux de ses frères ont été engagés dans l'État islamique, tués lors des affrontements avec les Kurdes. Et cette fille aurait traversé les régions que la Turquie occupe en Syrie pour venir à Istanbul, rencontrer deux femmes israéliennes qui ont pris l'avion tout de suite après l'attentat et après avoir réussi un tel exploit, est allée chez elles où il y a des milliers de livres sur le PKK. Donc vous voyez, vous êtes en face d'une telle logique et du coup, une campagne, par exemple, d'attentats massifs comme en 2015 peut parfaitement changer la chose. Il y a d'autres éléments qui interviennent. Je reviendrai sur le vote kurde. C'est qu'il y a d'un côté, effectivement, un ras-le-bol qu'on observe dans les trois pays, mais en Turquie, c'est très, très net. Selon, voilà, c'est ce que certains sociologues appellent, je déteste ce terme, la génération Z. Ça veut dire la génération qui n'a que 20 ans aujourd'hui, qui va voter pour la première fois, qui ne s'assimile, ne trouve plus de tous ses repères dans le pouvoir d'Erdogan, ni dans les loups gris, ni dans la religion. Cette génération est une génération contestataire. Je crois que la crise économique est d'un côté acceptée de plus en plus comme une fatalité. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus effectivement combien les populations peuvent s'adapter à des situations très difficiles. Et de l'autre côté, la donne a vraiment changé, la misère est là. Donc, par rapport à tout ceci, comment le régime va évoluer, c'est très difficile à savoir. Mais je crois que dans cela, le vote kurde est effectivement extrêmement important. Parce qu'il est très difficile pour le moment que l'opposition écrase totalement la coalition au pouvoir. Et je ne vois pas comment, sans frauder et sans avoir recours aux mesures extra-légales, y compris en termes de pratiques de terreur, la coalition au pouvoir va gagner, reste le mouvement kurde. Ce mouvement kurde qui est HDP, le Parti démocratique des peuples, dont plusieurs milliers de membres sont en prison. Quasi tous les maires ont été destitués pour être remplacés par les administrateurs nommés par le ministre de l'Intérieur qui est d'extrême droite. Et malgré cette répression, le parti obtient toujours 11%, 12% des votes. C'est juste au-dessus du seuil.
Pardon? Juste au-dessus du seuil électoral. Le seuil électoral maintenant est 7. À 7. Pour permettre à l'allié de Erdogan, le parti d'extrême droite, pouvoir être dans le jeu. Pouvoir atteindre. Et donc, potentiellement, on sait qu'effectivement, ce parti a pour un potentiel électoral de 14-15%. Donc voilà, le vote de ce parti va être déterminant. Et donc, soit il faut interdire le parti, pour dire que, voilà, effectivement, du coup, il n'y aura plus de vote kurde, ça sera suspendu, soit négocier avec les Kurdes, ce qui, aujourd'hui, ça me paraît extrêmement difficile, soit, voilà, on est dans l'inconnu absolu. Mais je reviens un peu à mon idée de coalition fragmentée paramilitaire, c'est qu'on n'a plus d'État en Turquie. Je crois qu'effectivement, il faudrait que désormais on fasse cette distinction entre l'État et le régime. L'État, y compris l'État autoritaire, a besoin d'une rationalité interne. L'État, y compris l'État autoritaire, a besoin des mécanismes de contrôle et d'équilibre. Or, en Turquie, depuis une dizaine d'années, on a l'impression de vivre, mais constamment, dans un régime de crise permanente. Des crises en interne, des crises en externe. Chaque crise est surmontée. Il faudrait produire des solutions pragmatiques pour apaiser la situation. Mais après, de nouveau, il y a une crise. Ainsi, il y a eu des crises avec les États-Unis, avec la Russie. Aujourd'hui, les relations semblent être bonnes, mais par le passé, ce n'était pas le cas. Avec l'Iran, avec Israël, avec les Émirats, avec l'Arabie saoudite, avec les Pays-Bas, avec la France, avec l'Allemagne. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, une crise en chasse une autre, et en interne aussi, avec la gauche, avec la jeunesse, avec les homosexuels, avec une chanteuse qui était trop décolletée, avec le chef de syndicat de boulanger d'Istanbul, qui a dit une nation qui ne mange que du pain, c'est une nation idiote. Moi, j'adore le pain, donc je ne partage pas du tout son avis, mais il a été arrêté. Donc, vous voyez, vous avez effectivement l'impression que ces mécanismes de contrôle et d'équilibre n'existent pas. Et attaquer aujourd'hui, par exemple, le Kurdistan syrien, techniquement, c'est possible. Mais on sait qu'effectivement, il y a à la fois une opposition américaine, parce que les Américains, voilà, ne veulent pas du tout perdre leurs alliés kurdes dans la région par loyauté, mais aussi parce que l'État islamique est là. Les Russes, parce que les Russes ne veulent pas que la Turquie aille trop loin en Syrie. L'Iran, qui est dans une situation un peu analogue. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, là, il y a une irrationalité, mais cette irrationalité peut être tentée malgré tout en disant qu'on va voir ce que le kairos va nous permettre. Le kairos, c'est le dieu du moment opportun. Donc, vous avez effectivement, classiquement, dans la pensée grecque, une triple opposition. Vous avez l'opposition, effectivement, entre Thanatos et Eros, Dieu de la mort, hein, et Dieu de la vie, pas uniquement de l'amour, mais de la vie. Kairos et Chronos. Hein. Kairos, c'est le moment opportun. Chronos, c'est le Dieu de temps institué. Et après, vous avez Ibris et Nomos. Voilà, Ibris, ce sentiment de surpuissance, et vous voyez ce que ça produit aujourd'hui en Russie, ce sentiment de surpuissance qui habite aussi Erdogan, qui peut même menacer la Grèce en disant une nuit on peut venir. Et de l'autre côté, vous avez Nomos, ça veut dire ce sentiment de modération. Et on a l'impression qu'effectivement, à force de dire je n'ai pas besoin de Nomos, de cette modération, que je vois ce que le Kairos me propose, donc on peut finir par détruire totalement la rationalité. Et le Kairos, tu peux le provoquer quelque part. Parce que par rapport, par exemple, si on revient à l'attentat qui a eu lieu au mois de novembre à Istanbul, on incrimine le PKK et ton analyse est un peu différente. Donc on peut décider que c'est le Kairos. Oui, ça. Oui, absolument. Et donc le Kairos n'est pas imposé, mais il est en quelque sorte, voire préparé, en tout cas choisi. Préparé. Dans le cas d'Erdogan, effectivement, je pense que dans la Bible, ou même dans la pensée grecque, le Kairos, c'est effectivement quelque chose qui se crée. Hein, je veux dire, un moment opportun qui se crée. Là, c'est constamment provoqué. Oui, c'est ça, c'est pas une opportunité qu'on saisit, c'est quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose qu'on prépare, et après on teste les Américains, après on teste les Kurdes, après on teste les Russes. Et jusqu'à maintenant, ça marchait, mais bon, c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, ça ne marche plus, parce que pour le moment,
pour le moment, parce qu'il peut y avoir aussi la lâcheté russe, il peut y avoir le cynisme russe, la lâcheté des démocraties. On sait que les démocraties peuvent être parfaitement lâches. On l'a vu sur plein de terrains. C'est établi. Voilà, c'est établi. On l'a vu y compris en 2014 en Ukraine, on l'a vu en Russie, en Syrie en 2011, 2012, 2013, lorsque les bombes chimiques ont été utilisées. Tu as mentionné le cas palestinien. Voilà. Donc voilà, on le sait. Hein, donc, mais effectivement, ça peut être profond. Mais voilà, je crois qu'effectivement, pour savoir, pour anticiper un peu sur ce qui va se passer en 2023 lors des élections, il faudrait avoir à l'esprit qu'on est en face d'un régime et non pas d'un État qui disposerait d'une rationalité interne. Bien, ça fait beaucoup de choses. Alors, on va peut-être poser ces choses-là et puis vous laisser la parole. Moi, j'aurais encore 1000 questions à poser, mais je crois que je ne vais pas profiter de ma situation là d'animateur pour monopoliser la parole. Donc, j'ouvre, comme on le fait habituellement, la discussion à tous ceux qui, en présentiel et bien entendu en ligne, souhaitent interpeller notre ami Amit. Qui commence? Madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une histoire qui est rarement discutée, appréciée. Merci pour toutes ces précisions. J'ai deux questions. La première, quand vous avez parlé des conséquences de la fin de la Première Guerre mondiale, j'aimerais savoir si la révolution en Russie a eu un effet, petit ou pas du tout. Hein. Et la deuxième question concerne les écrivains. Et si les écrivains kurdes, à part de Mistras, qui est connu, est-ce qu'ils arrivent à être diffusés et que leur vision des choses arrive à se faire connaître à l'étranger? Merci. Non, merci pour cette très belle question. Je commence par la première question. Oui. La révolution russe a eu un impact absolument considérable, non seulement parce que la Russie a été paralysée, voilà, le retrait russe, parce que de deux villes qui étaient conquises en 1876, hein, et qui avaient une population arménienne extrêmement importante. Là, ça a eu quand même des conséquences absolument dévastatrices. Mais pour le reste, je dirais que sans la Russie de Lénine, Mustafa Kemal n'aurait pas pu gagner la guerre. Alors, je vous citerai juste les lettres de Lénine, de Mustafa Kemal à Lénine. Mustafa Kemal dit « Nous sommes tous les deux anti-impérialistes. Puisqu'on est anti-impérialistes, allez écraser les Géorgiens et laissez-nous écraser les Arméniens. » Parce que les impérialistes, voilà, c'est voilà, la pauvre Arménie qui restait en 1920, voilà, incarnant l'impérialisme. Et effectivement, la soviétisation du Caucase est passée par là. En deuxième lieu, toujours dans le même registre, à partir du deuxième congrès de l'Internationale et le congrès de Bakou des peuples orientaux, la Russie change radicalement de position. Jusqu'à 1919, on est encore dans la perspective de la révolution européenne. La révolution européenne n'a pas lieu. Cela est acté plus ou moins en 2019. Le deuxième congrès devient un congrès de l'Orient, puisqu'effectivement, désormais, il faut chercher des alliés dans l'Orient. Il y a une division au sein de l'international, les interventions de Roy, qui est le délégué indien, la réaction des Italiens en disant « Mais enfin, c'est quoi ces Indiens qui vont nous préparer la révolution mondiale ?» Vous avez des débats énormes, mais à la faveur de cela, Lénine réhabilite le comité Union et Progrès qui avait organisé le génocide. Le pouvoir kémaliste et la continuité organique de ce comité. Donc, et Lénine envoie dans le contexte extrêmement difficile de 1921 et 21, non seulement le général Frunze, mais aussi des millions de roubles en or. Et en 1921, quand Mustafa Kemal est assez fort, on peut exécuter les chefs de parti communiste et les jeter à la mer. Donc voilà. Non, il y a cette dimension. Kairos. En deuxième lieu, oui, il y a, voilà, à la limite, je dirais qu'aujourd'hui, parfois je le dis en
rigolant, mais pas tant en rigolant que ça. Aujourd'hui, le peuple en Turquie qui est opprimé, c'est les Turcs. Les Kurdes sont libres. Ils sont libres dans leur tête, dans la prison, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une créativité artistique kurde aujourd'hui, mais qui est absolument faramineuse. Parce qu'effectivement, il peut y avoir, voilà, j'ai une histoire, après cette histoire peut être falsifiée, un historien peut dire non, mais enfin, cette histoire ne tient pas la route, j'ai une géographie, j'ai mes martyrs, j'ai je ne sais plus quoi, etc. Donc il y a vraiment une énorme créativité littéraire kurde, mais pas que littéraire, musicale. Le cinéma, il y a 30 ans, il n'y avait pas de cinéma kurde. Aujourd'hui, dans pas mal d'endroits, il y a y compris Paris, il y a des festivals de cinéma kurde. Donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est absolument évident. Et il y a un changement qui est aussi très important parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans, la création artistique kurde qui était très faible était politique, entre guillemets. Ça veut dire obéissant aux lignes d'un parti politique. Alors qu'aujourd'hui, les langues de la création artistique se sont multipliées. Voilà. Il y a 40 ans, vous ne pouviez pas avoir de rock kurde. C'était dégénéré. Aujourd'hui, oui, bien sûr que vous avez du rock kurde. Bien sûr que vous avez du rap kurde. Bien sûr que dans le film kurde, il y a de l'érotisme désormais, etc., etc. Donc on voit effectivement que ces lignes de loyauté à la nation qui devaient passer par l'intériorisation de certaines normes politiques, morales, etc., aujourd'hui sont vraiment bouleversées, comme dans le monde arabe d'ailleurs, donc voilà, y compris la Palestine, etc. Tu peux te rappeler d'un mot les données démographiques, tu ne les as pas précisées, la population kurde par rapport à, Oui. à la population globale du pays? Alors donc, l'Irak a aujourd'hui quelques 30 millions d'habitants, les Kurdes sans doute 6 millions, la Syrie désormais n'a plus que 12 millions d'habitants, ou peut-être 11, mais la population d'avant la guerre était 22, les Kurdes sont autour de 2 millions, 2 millions et demi. L'Iran a une population supérieure à 80 millions, les Kurdes sont autour de 10 millions. Et la Turquie, qui a 85 millions d'habitants, les Kurdes sont sans doute entre 15, 17, 18. Donc ça fait quand même une population très massive. Hein. Et l'Europe avec plus d'1,5 million d'habitants maintenant. Monsieur? Moi, j'aurais une question assez basique. Est-ce que les je sais pas, quelques 30 millions, d'après mon calcul de ce que vous avez dit, de Kurdes établis dans les 4 pays, ont encore envie d'une nation kurde? Est-ce qu'il y a des facteurs d'unité? Vous avez évoqué là tout de suite la culture, et effectivement une culture kurde. À ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste, il n'y a pas de parti pan-kurde. Il y a peut-être un drapeau, etc. Est-ce que les Kurdes rêvent encore d'une nation kurde? Alors c'est très difficile de répondre à cette question. À la limite, je dirais que tous les partis sont pan-kurdes. Et c'est vraiment quelque chose qui particulimise le cas kurde. C'est que, par exemple, la Turquie dit le pays des Grecs de Syrie est la continuité du PKK. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'il y a le PKK est un acteur de référence et donc du coup émet un message qui est capté bien au-delà des frontières de la Turquie. Et de l'autre côté, c'est totalement faux, parce que la question kurde syrienne est une question kurde en Syrie, qui a sa base sociologique, sa configuration. Les militants de ce parti en Syrie sont des Kurdes de Syrie. Donc vous avez ainsi un phénomène d'inséparabilité de la question kurde générale et des 4 questions kurdes, et de l'autre côté, l'irréductibilité. Alors, est-ce que les Kurdes ont envie d'une nation? Oui. Est-ce qu'ils ont nécessairement envie d'un État? Ça, c'est une autre question. Je crois qu'effectivement, c'est là qu'on peut faire une différence. C'est qu'une nation peut se penser comme transfrontalière, qui ne passerait pas nécessairement, dont les expressions ne seront pas nécessairement une expression de construction étatique. Donc la question dans ce cas-là serait à la fois de reconnaître l'autonomie des Kurdes dans chacun des pays et fluidifier les frontières sans nécessairement les supprimer. Et cela est d'autant plus important qu'à la fois le PKK en Turquie et le pays des Grecs, qui est le parti majeur en Syrie, ne veulent pas créer un État kurde. Parce qu'ils ont connu une évolution. Le PKK a commencé comme un mouvement
finalement, comme on connaît ça en Palestine, communiste, marxiste, léniniste, entre guillemets, etc., avec le projet de créer un Kurdistan socialiste, mais aussi un Moyen-Orient socialiste, hein, donc au-delà du Kurdistan, en quelque sorte enlever aux Palestiniens le rôle de guide à l'ensemble du Moyen-Orient. 20 ans après, une fois que le leader de PKK a été arrêté, les choses ont commencé à changer, non pas parce que seulement il a été arrêté, mais tout simplement parce qu'il y avait la crise de modèle, de ce modèle de gauche. Hein. Et donc, du coup, il est revenu avec une autre formulation qui ne trahit pas la gauche, mais qui sort du marxisme-léninisme classique. Et c'est quoi cette idée? C'est en gros l'anarcho-marxisme. Autrement dit, selon lui, l'État, jusqu'à maintenant, n'a été qu'un organe de la coercition organisée, de l'oppression organisée, de la guerre organisée. Vous avez l'impression de lire Proudhon ou Bakounine. Hein, donc, voilà. Donc, il faut supprimer l'État. Il faut supprimer l'État pour remplacer l'État par un système de démocratie radicale, écologique et féministe, un système de démocratie de représentation directe à chaque niveau. Et donc, du coup, que ce soit au niveau de la commune la plus basique ou au niveau d'une communauté nationale. Et donc, l'idée, le modèle que ce parti a, et donc son parti parallèle, cousin, fils, a en Syrie, c'est le rejet de l'État et non pas la construction d'un État kurde. Aujourd'hui, les Kurdes iraniens, ce qui se passe en Iran, c'est quand même extrêmement important parce que c'est le slogan « Femme, vie, liberté » est un slogan de PKK. Donc c'est un slogan kurde qui s'est largement propagé à travers l'Iran, qui est devenu le slogan phare, y compris aussi en Baloutchistan, qui est quand même très, 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 très conservateur. Ce n'est pas du tout par hasard que la répression soit beaucoup plus intense au Kurdistan iranien. Ce n'est pas du tout par hasard que l'Iran a bombardé les camps de Kurdes iraniens au Kurdistan irakien. Mais on voit que le slogan, ce qui se passe, c'est en quelque sorte un double mouvement paradoxal, mais quand même qui fait sens. C'est que le Kurdistan se rékurdistanise, ne serait-ce qu'en s'emparant de ce slogan vie, femme, vie, liberté, et de l'autre côté, parallèlement, se réiranise. Donc la rékurdistanisation et la réiranisation vont de pair. Et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, c'est que la totalité de l'Iran s'est emparée du Kurdistan, en quelque sorte exprimer sa solidarité avec ce Kurdistan qui nous donne son slogan et qui est plus menacé que nous. Et en Syrie, voilà, c'est un peu ça aussi. Les Kurdes syriens ne veulent pas du tout quitter la Syrie, et la rékurdistanisation du Kurdistan syrien et la résyrianisation du Kurdistan de Syriane sont deux mouvements qui ont lieu parallèlement. Non? Donc c'est pour ça que je pense qu'on a vraiment besoin peut-être d'une approche dialectique à ces questions-là, qui serait en mesure de distinguer État, nation, voilà, qui introduirait éventuellement certains d'autres niveaux d'analyse. En Irak, il y a tout de même la volonté, après le référendum de 2017, la volonté d'avoir un État. Et moi, ce qui m'a frappé là, quand j'étais au Kurdistan irakien il n'y a pas si longtemps, c'est qu'au fond, alors c'était des étudiants kurdes, c'est pas très représentatif, mais ils parlaient pas l'arabe. Ils étaient kurdes, ils voulaient être kurdes. Cette génération née après 90-91, et il y a tout de même eu, alors je ne sais pas ce que vaut ce référendum, mais enfin, il y avait l'idée d'avoir un État, même si évidemment, géopolitiquement, c'est infaisable. Mais il y a une spécificité peut-être du Kurdistan irakien. De ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné non plus. Effectivement, j'ai mentionné les trois autres. Je pense qu'effectivement, il y a une spécificité du Kurdistan irakien avec cette volonté d'indépendance. Mais n'oublions pas, malgré cette spécificité aussi, lors des deux guerres civiles irakiennes, de 2004 à 2007, et de 2014 à 2017, c'était le Kurdistan qui a fait que l'Irak était Irak. Que l'Irak n'était pas seulement un espace de conflit confessionnel sunnite-chiite. En introduisant un élément qui était national, kurde, l'Irak, le Kurdistan a permis à l'Irak de se redéfinir en quelque sorte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, après le référendum avorté,
parce que c'était les pastarans qui, plus ou moins, sont intervenus directement par le truchement de Qasem Soleimani, mais aussi les forces, les milices chiites. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Kurdes irakiens se demandent si, malgré tout, et sans parler l'arabe, ça ne vaudrait pas le coup de rester dans les structures d'un État irakien. Ne serait-ce que parce que les Iraniens bombardent. Ils en ont parfaitement conscience, je crois, aujourd'hui. Oui. Non, non, je pense qu'effectivement, là, il y a eu un examen de conscience, en quelque sorte. Mais voilà, mais je pense que le mouvement de ré-irakisation et de ré-kurdistanisation du Kurdistan d'Irak aussi, c'est vraiment très nettement observé voilà, durant les années. Ce qui est frappant, c'est cette coupure à la fois territoriale, qu'on n'a pas forcément tout à fait en Turquie, mais cette coupure territoriale et cette coupure dans l'imaginaire national, le fait de ne pas parler la langue, d'être resté dans la jeune génération, en tout cas une partie de la jeune génération refuse de parler arabe. Quand on parle avec quelqu'un de 50 ans à Souleymanié, il parle arabe évidemment, mais quand on parle à un garçon de 20 ans, il ne parle pas l'arabe, il y a quelque chose de très fort. Quoi. Oui. Alors peut-être que ça peut évoluer, mais c'est tout de même une coupure. Parce qu'ils ont vécu dans les années 90. Quoi. Voilà, ça fait 30 ans, et l'âge générationnel, voilà, 20 ans, 30 ans, ça produit des effets. C'est vrai qu'à mon âge, les décennies passent très vite, mais très concrètement, quand on regarde que la guerre ukrainienne dure depuis un an ou quasi 10 mois, que la guerre civile, non, le terme de guerre civile n'est pas approprié pour la Syrie, cette horreur qu'on observe dure désormais depuis 12 ans, ça produit, pour une génération qui a 20 ans, ça produit des effets absolument irréversibles. Que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes de socialisation, ne connaître qu'une socialisation militarisée, par exemple, comme en Syrie, en termes de perception du monde, en termes de ce qu'un philosophe appelait le choc moral, c'est-à-dire, voilà, effectivement, que ce pouvoir fasse ça est considéré comme un choc moral. Et du coup, interpréter le monde à partir de ce choc moral. Donc, je pense que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On revient vers vous, ou en ligne, s'il y a des questions en ligne. Madame, il y a des questions en ligne, Jenny, pas encore? J'étais en train de penser à propos des... Pendant la guerre Iran-Irak, quelle était la position des Kurdes dans chaque pays? Où ils ont été engagés Alors, si. La guerre Iran-Irak, 1980-1988, hein. Donc, je pense que c'était la période la plus noire de l'histoire du Kurdistan d'une manière générale. Hein. Pas seulement, voilà, effectivement, la répression en Irak, la guerre chimique au Kurdistan d'Iran, la guerre. Le premier djihad de Khomeini, c'est contre les guerres. En Turquie, la destruction systématique des villages. Donc, c'est vraiment la période la plus noire. Mais c'est aussi une période noire parce que c'est une période de traumatisme absolu pour les Kurdes, précisément à cause de cette guerre. La guerre Iran-Irak n'avait rien à voir avec le Kurdistan. Mais ça se déroulait au Kurdistan et avec l'Irak soutenant les Kurdes iraniens et l'Iran soutenant les Kurdes irakiens. Et donc, du coup, une sorte de guerre fratricide en grande partie régulée, pas totalement régulée. Et donc, comment expliquer effectivement que les Kurdes, c'est très paradoxal aussi parce qu'en même temps, ça permet aux acteurs kurdes de survivre. Mais de se projeter dans les années 90, 2000. Mais de l'autre côté, effectivement, comment accepter qu'il y a eu effectivement cette coopération obligée, ou voilà, de fait, avec un pouvoir qui réprime ses propres Kurdes. Et aujourd'hui, je dirais que dans le cas de la Syrie, on trouve aussi une situation analogue malgré tout. La guerre syrienne n'a rien à voir avec le Kurdistan. Mais elle est devenue une guerre kurde aujourd'hui. Une guerre sur le Kurdistan. Bien sûr. Voilà. Sur et haut. Voilà. Et en 2012, la date de 2012 est vraiment très, très importante parce que le 18 juillet, il y a un attentat très, très important contre l'état-major syrien qui décapite une bonne partie de l'état-major. À partir de ce jour-là, Bachar al-Assad décide d'utiliser son aviation. C'est la première fois qu'on utilise si massivement l'aviation depuis la guerre de 73, je crois, et la guerre Iran-Irak. Et donc, il a encore 500 appareils. Et il décide de se retirer des régions kurdes parce qu'il ne peut pas contrôler la totalité de son territoire et parce que aussi la Turquie de l'époque, comme la Turquie d'aujourd'hui, soutiennent l'opposition armée contre Bachar al-Assad. Donc, vous voyez,
quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec les Kurdes, qui détermine l'avenir des Kurdes, et en même temps, 10 ans après, 12 ans après, et voilà, ce qu'aujourd'hui Erdogan dit à Bachar al-Assad, ben, écrasons ce mouvement kurde ensemble. Voilà. Une question toute courte. Quelle est l'origine de la langue kurde? Alors, c'est l'ancien persan ou l'ancien pahlawi. Je ne suis pas du tout spécialiste de domaine linguistique, mais voilà, effectivement, le kurde et le persan sont des langues apparentées. Avec une intercompréhension qui est relativement limitée, qu'au pif, dans mon cas, j'estimerais à 20-25%. Hein. Mais quand même, il y a quand même c'est deux langues apparentées. Et peut-être aussi ce qui explique pourquoi les Kurdes ont opté pour le sunnisme en majorité et pas pour le chiisme. Vous avez un très très bon texte de Ernest Gellner, qui est un très grand philosophe et anthropologue d'origine tchèque, et il expliquait que les Tchèques ont adopté le catholicisme parce qu'en tant que Slaves, s'ils avaient adopté l'orthodoxie, sans doute ils seraient totalement dissous dans l'orthodoxie. Et donc il fallait, là où la langue unifie, il faudrait introduire un critère de distinction d'ordre confessionnel. Là où la confession unifie, il faudrait introduire une distinction de type linguistique. Et donc cette proximité, c'est juste une hypothèse que je fais, cette proximité ou cette origine commune avec le persan peut constituer l'un des facteurs explicatifs de l'appartenance en majorité des Kurdes au sunnisme. Mais il y a aussi des Kurdes chiites. Hein, donc, autrefois, il y avait une communauté kurde qui était un peu active à Paris. Est-ce que ça existe toujours? Oui, oui. Non, non, effectivement, il y a l'Institut kurde, qui est un très, très bel institut, qui a une bibliothèque, je crois, qui est la plus grande bibliothèque sur le Kurdistan, qui numérise sa bibliothèque. Ça veut dire effectivement des centaines de milliers de pages qui deviendront accessibles. Il y a l'Institut kurde, mais il y a aussi d'autres organismes. Je crois qu'un peu partout en Europe, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une deuxième génération, une troisième génération qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui socialise en interne. Voilà, des ingénieurs, des avocats, etc. Là, il y a plein d'avocats kurdes, par exemple, qui sont issus en partie de la deuxième génération. Il y a, je crois, une association des avocats kurdes, il y a une association des hommes d'affaires kurdes. Donc là aussi, on voit la durée compte énormément. Parce que souvent, on parle de la diaspora, mais en réalité, pour qu'une diaspora puisse exister, il faudrait qu'il y ait une différenciation en termes de genre, ce qui est tout à fait naturel, génération et classe. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que comparé à il y a 40 ans, la diaspora kurde s'est constituée. La diaspora kurde s'est constituée parce qu'il y a cette différenciation en termes de génération et en termes de classe. D'autres questions en ligne, non? Pas de questions? Ah oui, bah oui, c'est ça. Ah, moi, je peux t'en poser une. Alors, j'en ai une ou deux, ou enfin même un bon paquet. Ce n'est pas des questions, c'est des interrogations. Il y a une question très large qui me fascine, moi. C'est la question du nationalisme. Pour revenir à l'origine de notre discussion, le nationalisme dans les années 20. Au fond, tout s'est passé, je parle sous ton contrôle, dans les années 20, comme si, au fond, il n'y avait pas véritablement de mouvement nationaliste. En tout cas, les impérialismes français et britanniques ont écrasé les quelques éléments qu'il pouvait y avoir dans les révoltes qu'on connaît, notamment en Syrie, par exemple. Et pour ce qui est des Kurdes, par exemple, moi, je suis très frappé j'ai relu et relu le mémorandum du général Sherif Pacha, qui était un discours typique nationaliste, c'est-à-dire une appellation, on veut un État, on veut un toit politique, pour reprendre une formule classique. Et en même temps, ça se rapporte à des sociétés qui sont extrêmement hiérarchisées, tribales aussi, sans doute. Et donc, la question théorique, mais aussi en temps pratique par rapport à cette région, c'est par rapport au comment est-ce qu'on peut penser un nationalisme, comment est-ce qu'on peut voir émerger un mouvement nationaliste au-delà du discours de telle ou telle élite dans des sociétés qui sont si segmentées, tribales ou hiérarchisées.
avec en plus un élément important dans la formation du nationalisme qui est la question de l'alphabétisation. C'est-à-dire qu'à cette époque, en 1900, 1910, il y avait beaucoup de gens analphabètes, évidemment, comme partout. Donc comment circulent les idées, tu vois. Donc c'est ça ma question. Autrement dit, pour résumer, est-ce qu'on peut penser un nationalisme en tant que mouvement, pas simplement en tant que discours, dans une telle segmentation des sociétés? Non, je pense que là aussi, c'est une question à la fois pratique et théorique. Dans le domaine pratique, je dirais que les révoltes kurdes ont été très, très, très massives dans les années 20. Mais voilà, prenez le cas irakien, 1919, après les années 30, après les années 40. En Turquie, vous avez 1925, 1927, 1930, 1938. En Iran, vous avez 1919, etc. Donc, Palestine, voilà. 1920, Voilà, 1929, voilà. 1936. Je pense que, voilà, sur le terrain, sans doute les choses ne se sont jamais calmées. Le mouvement kurde a été défait parce que tant de révoltes et de répressions, voilà, l'usage de l'aviation, Churchill disant je ne vois pas pourquoi on ne bombardera pas avec des bombes chimiques les Arabes, mais en même temps il entend aussi les Kurdes parce qu'effectivement il y a le bombardement de la ville de Suleymaniye. Donc vous avez, oui, non, c'est un grand bonhomme, ce Churchill, mais c'est quelqu'un de très déplaisant en même temps. Voilà. Donc effectivement, sur le terrain, les choses bougent. Sur le terrain, les choses bougent aussi, et on le sait, la transfrontaliérité. Les gens sont obligés de défier les frontières. Le prix qui est payé est très très cher, et en même temps, traverser la frontière signifie défier les États. Défier les États signifie aussi de produire un sens. Un sens, est-ce qu'on peut le définir comme nationaliste? Est-ce qu'on peut définir je ne sais plus quoi? C'est très difficile de dire. Oui. Ou dire que Mustafa Kemal est le Dajjal. Dajjal veut dire l'antéchrist. Et que cette image se propage, c'est une image religieuse. Mais en même temps, l'image se propage. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain qui alimentent, qui créent une mémoire pour les Kurdes, laquelle mémoire va être utilisée dans les années 50, 60, 70. Il y a un deuxième élément qui intervient, c'est l'existence de la Syrie, parce que j'ai dit qu'effectivement le nationalisme d'État on était très très fort. Cela n'a pas été le cas de la Syrie et du Liban concernant les Kurdes. Il y a eu bien sûr un nationalisme arabe, mais on sait que la puissance mandataire en Syrie, la puissance française mandataire en Syrie, a accueilli les Arméniens, mais aussi les Kurdes, pour des raisons multiples. Beaucoup de liens se sont noués entre ces Kurdes et les autorités mandataires. Il y a eu une politisation, une double politisation des Kurdes syriens. Là aussi, la question de se syrianiser et se kurdiser. Donc voilà, à un moment donné, effectivement, devenir, ne cherchez pas de manipulation derrière, hein, voilà, de revendiquer l'indépendance de la Syrie, de se positionner dans une posture anticoloniale, et de l'autre côté, par rapport au nationalisme arabe, de se présenter comme kurde. Comme kurde à la fois dans l'imaginaire, mais aussi dans l'ancrage territorial. Voilà, la ville de Qamishli, Afrin, Kobané, etc. Et donc, je crois qu'effectivement, la possibilité, le fait que la Syrie a totalement essayé de contrôler le passage avec la Turquie. Donc, il y a eu des concessions énormes qui ont été faites à la Turquie, y compris le Sanjak d'Alexandrette, qui a été offert par la France à la Turquie, ce qui reste comme une blessure dans la mémoire syrienne. Et de l'autre côté, effectivement, de créer cet espace culturel. Et cet espace culturel s'est exporté aussi vers le Liban. Donc la presse kurde au Liban, qui a été en quelque sorte la matrice qui a codifié le kurmanji en latin. L'expérience kurde en latin a commencé en Union soviétique, sauf qu'en 1934, Staline a décidé que seuls les peuples historiques avaient le droit d'utiliser leur alphabet. Il ne restait que les Azéris, les Géorgiens et les Arméniens. Tous les autres ont été obligés d'adopter le cyrillique, y compris pour écrire le chinois. La communauté chinoise d'Ouzbékistan a été obligée d'écrire le chinois en cyrillique. Et donc, l'expérience de latinisation du kurde s'est arrêtée très nette. Mais elle a reprise au Liban. Donc, la première grammaire kurde a été écrite en français. À partir de ça, les premiers journaux, etc., etc. Donc, et donc, du coup, tout ceci a créé quand même
un soubassement très très fort qui a été réactivé, et c'est là aussi, je crois, le temps compte. Tout d'un coup, effectivement, dans les années 60, ah, tiens, on a un alphabet. Tiens, on a un journal qui s'appelle Hawar. Tiens, il y a eu le journal qui s'appelait Rojanou. Et pour revenir encore, à moins qu'il y ait une question, je ne veux pas, mais quand restons encore dans cette période-là qui me fascine, moi, cette période des années 20, j'ai l'impression qu'il y a des révoltes, effectivement, tu viens d'en évoquer quelques-unes. Est-ce qu'elles sont nationales ou nationalistes, c'est une autre affaire. Autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité même d'une conscience nationale? Moi, ce qui me frappe, pour prendre un exemple très concret, lorsque il y a la guerre dans l'Empire contre les armées ottomanes, c'est-à-dire c'est les contingents britanniques qui sont là, et puis bien plus tard, en 1919, vient le contingent français de quelques 30 000 hommes, pas plus, alors que les Britanniques étaient des centaines de milliers, mais ce sont des soldats, c'est une armée coloniale, ce sont des Sénégalais, des Algériens pour les Français qui viennent réprimer les révoltes syriennes. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a l'impression que à ce moment-là, c'est vrai pour le Maghreb, pour les raisons que je viens d'indiquer, ou en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, il n'y a pas de possibilité d'une émergence de conscience nationale. Tu vois, on est comme segmenté, c'est la question que je te pose. Oui. On a l'impression que ces sociétés sont tellement segmentées pour plein de raisons qu'il est difficile de faire naître, ça va naître par la suite, mais un sentiment national, c'est-à-dire au fond une question d'identité. Je suis kurde, je suis palestinien, par exemple, ça vient bien plus tard, ça vient pas avant les années 30-36. Oui, je pense que voilà. Je te pose la question. Dans le cas kurde, on est vraiment un peu plus dans une expérience politique précédente, hein, parce que la fin de l'Empire ottoman n'est pas une période totalement stérile. Oui, tu es parti en avant. Oui. Voilà. Tu es parti en avant. Donc effectivement, il y a la première presse kurde, les révoltes kurdes qui ne se présentent pas comme nationalistes, mais qui disent on est dans la guerre kurde. 1839. L'idée que l'État, en supprimant les principautés, a rompu le contrat initial. C'est quelque chose qui joue aussi un rôle très important dans le nationalisme écossais. Hein. Donc, Londres a été traître. Londres a brisé le contrat qu'il a signé. Londres s'est déshonoré. Donc il y a quand même ce socle. Après, quand on voit, je vais juste présenter par exemple la comparaison de deux révoltes kurdes. 1925 en Turquie et 1927-1930 toujours en Turquie. La première révolte est dirigée par quelqu'un qui s'appelle le Cheikh Saïd, donc une figure religieuse de la confrérie Narchebandi. Son discours, c'est quoi? Son discours, c'est, mais texto, et à plusieurs reprises, les Turcs ont trahi l'islam. Les Turcs ont brisé l'unité des Kurdes et des Turcs. Les Turcs ont jeté le drapeau de l'islam par terre. Il est temps que les Kurdes se saisissent de ce drapeau. Est-ce qu'on est dans le nationalisme? Est-ce qu'on est dans la lecture d'Ibn Khaldoun? Parce que pour Ibn Khaldoun, il y a le fait ethnique qui est très très décisif. Un arabe sait qu'il est arabe. Un berbère qui renie, Ibn Khaldoun dit, les berbères qui ont renié 7 fois apostats, et puis après, quand ils sont devenus des musulmans, eh bien, l'islam est devenu leur cause. Ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient des berbères. Et Ibn Khaldoun savait parfaitement qui était berbère, qui était arabe, qui était kurde, qui était turc. Donc cette idée que les Kurdes désormais doivent représenter l'islam, devenir le porte-drapeau de l'islam. 1927-1930, on a en face un discours exclusivement nationaliste. Les Turcs, nation barbare, voilà. Les Turcs qui ont brisé le processus de civilisation, ils n'utilisent pas le terme d'Elias, mais pas loin, le processus de civilisation au Kurdistan. Les Turcs qui ont introduit la barbarie, la féodalité, la segmentarité. Voici la carte kurde. Sherif Pacha fait partie de cette organisation de 27 à 30. Donc il est de retour. Et donc voilà, la carte de Sherif Pacha, un discours historiographique, on réinterprète toutes les révoltes kurdes comme des révoltes avortées certes, défaites certes, mais de la nation kurde. Et donc c'est la preuve par la révolte, en quelque sorte. Et oui, mais qui produit la pensée. Oui, voilà. Oui, qui est une dialectique, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je pense que
c'est vrai que depuis 10 ou 15 ans, on n'a pas travaillé sur le nationalisme, d'une manière générale, parce que le moment haut de travaux sur le nationalisme, c'était les guerres de l'ex-Yougoslavie, la dissolution de l'Union soviétique, et la dissolution, par exemple, voilà, de la Tchécoslovaquie, etc. À ce moment-là, c'était très, très important de travailler sur le nationalisme. Depuis 15 ans, 20 ans, je n'ai pas une seule référence, disons, qui ferait déplacer les lignes de force, mais il faut revenir effectivement à un moment donné sur ces questions-là, sur les modalités de production, peut-être sortir aussi de cette idée qui était brillante, mais en même temps qui a perdu toute valeur heuristique de communauté imaginée. Donc voilà, voir Anderson, voilà, compagnie, Anderson, voilà, voilà. Comment je crois que son meilleur livre s'appelle Sous la bannière de la révolte, que j'adore, et pas les communautés imaginaires. Donc voilà, quelles sont les modalités d'expression nationale? Mais dans une telle perspective, éventuellement aussi être prêt à dépasser la notion de nationalisme. Et ça renvoie à la question, à ce moment-là, d'une conscience nationale ou d'une identité, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est... Alors, si je prends l'exemple palestinien, que je connais moins mal que le kurde, on ne peut pas parler de nationalisme palestinien dans les années 1915-1920. Il y a une conscience arabe, il y a une conscience d'ancrage dans un territoire donné, mais il n'y a pas encore un nous palestinien, ça arrivera plus tard. Et c'est vrai, sans doute, pour d'autres disons, sensibilités ou peuples, étant entendu que ça n'empêche pas qu'il y ait, dans la même période, dans la même séquence, des discours nationalistes. Voilà. Mais le discours nationaliste n'est pas, pour moi, un mouvement nationaliste. Un discours nationaliste, c'est une élite qui s'exprime, mais s'il n'enracine pas son discours à un moment donné dans une prise de conscience nationale, c'est difficile de parler nationaliste. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Non, tu as tout à fait raison. Alors, je m'étais heurté un peu à cette question il y a très longtemps, mais bon, la question reste toujours, parce que tu avais mentionné effectivement la question de la segmentarité, qui est quand même une question, on ne peut pas dire, il ne faut pas faire de l'essentialisme et du culturalisme, il n'y a pas de segmentarité. Ça sera très, très, très facile. Alors, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans le cas kurde, c'est que l'intelligentsia qui produisait ce discours national, cette expression nationale, n'avait pas de base sociale. Oui, c'est ça la question. Et de l'autre côté, la base sociale qui était en révolte n'avait pas de discours. Et donc, j'ai l'impression que voilà. D'où la nécessaire dialectique. Voilà. Je crois que l'un des tout premiers textes que j'avais écrit sur cela, ça s'appelait la dualité, je ne sais plus quoi, etc. C'est que l'intelligentsia apporte à cette base sociale des dignitaires religieux, des chefs de tribus, des hommes de tribus, des appartenances locales, etc. C'est ces gens qui se trouvent en contrebandier alors que tout simplement ils vont aller voir leurs cousins, leur famille, etc. Donc cette base sociale a besoin des clés de lecture de sa condition. Pourquoi je suis dans cette condition-là? Les uns sans les autres ne peuvent rien faire, définitivement. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez lu tout Gustave Le Bon, qui était un détestable médecin de la fin du 19e siècle et des débuts du 20e siècle, social-darwiniste, etc. Donc, vous avez lu effectivement, certains connaissent Fichte, certains connaissent je ne sais plus quoi, ça ne vous apporte pas des armes. Donc, voilà. Oui. Et donc, voilà, je crois qu'effectivement, c'est cette fusion toujours précaire entre le capital culturel de très haut niveau et le capital humain de très haut niveau. Le tout dans une contextualisation historique donnée, dans une séquence historique donnée, parce que l'exemple que j'ai donné, moi, ça me fascine, les soldats qui viennent réprimer les révoltes, ce sont des colonisés. Ouais. Donc ce sont des colonisés qui empêchent des populations qui prennent sans doute conscients de ce qu'ils sont, dans cette dialectique que tu évoquais, ils sont écrasés. La bataille de Messaloun, par exemple, c'est une révolte qui est syrienne, donc on pourrait la qualifier peut-être de nationaliste. Et elle est écrasée par Gouraud, mais Gouraud, il a des Sénégalais, il a des Algériens, il a des Spahis marocains. Et voilà, et donc on a une contextualisation coloniale qui étouffe ou qui empêche la dialectique dont tu parles de pouvoir se déployer. Dans le cas turc, bon, cela ne pouvait pas exister. Dans le cas kurde, pardon, parce qu'il n'y avait pas cette troupe. Bien sûr, mais même en Irak, je crois que bon, c'était pas tout à fait le cas. En Irak, c'est des troupes indiennes. Oui, c'est des troupes indiennes. Népalaises et indiennes. Mais à vrai dire, oui, il faudrait que je voie. En tout cas, je n'ai pas vu de reflet de cette troupe, d'autant plus que les Britanniques écrasent et négocient.
Donc voilà, effectivement, le cas de la révolte de 19, 20, 21, il y a très très peu de forces militaires. Je crois qu'effectivement, quand on veut envoyer un message, c'est l'aviation. Oui, bien sûr, ça pour les révoltes. Pour les révoltes. Mais pour la guerre qui est juste avant, ce sont des troupes. Non, oui, bien sûr. Le million d'hommes britanniques qui est sur le terrain. Oui. Et juste peut-être un mot, malgré tout, avant de... sur ces troupes... Il y a une question, très bien. Sur ces troupes coloniales, parce que je pense que c'est une histoire européenne. Hein, donc, ce n'est pas uniquement une histoire de Moyen-Orient. Pendant la Première Guerre mondiale, ce qui avait scandalisé les Allemands, c'est que la France et l'Angleterre utilisaient des soldats noirs contre la population civilisée. Centre massacré entre civilisés, ça passe. Et surtout la guerre d'Espagne. Les troupes de Franco, initialement, sont des troupes voilà, c'est la force coloniale marocaine. Et le scandale qui cela crée, en disant, c'est ça la reconquista et le rétablissement de la restauration catholique. Dernière question. Et puis il y a une question qui dit quelles sont les relations politiques entre le gouvernement régional du Kurdistan en Irak et l'administration autonome en Syrie? Alors là aussi, c'est une très très belle question. L'IREMO, il y a que des très belles questions, il faut le savoir. Oui, parce que les questions sont de très très bonne qualité. Effectivement, tout à l'heure, vous aviez posé la question de l'Iran-Irak. Et aujourd'hui, on se trouve, non pas exactement dans un système analogue, mais quand même, il y a quelque chose. Parce que l'espace kurde, politique kurde, est transfrontalier, unifié, segmenté ou fragmenté. Et donc, dans les années 80, il était tout simplement impossible d'introduire les mécanismes de régulation et d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile aussi parce qu'il y a à la fois l'Iran et la Turquie qui ont des moyens militaires considérables, des moyens de capacité d'action considérables, des moyens de pression aussi considérables. Et donc, du coup, les marges de manœuvre des acteurs kurdes restent limitées, mais j'ai l'impression que cet espace politique kurde transfrontalier aujourd'hui est infiniment plus régulé, arbitré que par le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a le traumatisme des années 80. Les Kurdes ne veulent pas reconnaître cela. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, derrière les portes fermées, énormément de choses se font. Pourquoi? Sans doute aussi parce qu'il y a les États-Unis qui peuvent servir un peu d'intermédiaire, de manière sans doute très discrète, peut-être la France dans certains cas, etc. Donc il y a cette capacité de dire on pacifie cet espace, on fluidifie, et donc du coup il y a eu très 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 peu d'affrontements entre les deux acteurs. Bien, ce sera la dernière question, la dernière réponse. Merci infiniment. Merci de votre invitation.